Bien, nous avons abordé les enjeux techniques. Il s'agit maintenant, nous proposons d'aborder les enjeux stratégiques à travers d'une présentation donc, de la stratégie ministérielle de maîtrise des fonds marins. Et pour cela, nous accueillons le contre-amiral Durando, qui est adjoint au sous-chef d'état-major opérations aéronavales de l'état-major de la marine, chargé de la maîtrise des fonds sous-marins, ainsi que monsieur l'ingénieur en chef de CE qui abordera l'aspect capacitaire et la feuille de route associée. Donc, il est directeur adjoint de l'unité de management opération d'armement naval à la DGA. Ça nous permettra d'avoir une présentation de la stratégie et des moyens à déployer pour la mettre en œuvre. Où est-ce qu'on passe? C'est où les athlètes, ça? C'est pour lancer ça? Oui. D'accord. Bien, Madame la directrice générale, amiral, Mesdames et Messieurs les officiers généraux, Mesdames et Messieurs, l'ingénieur en chef de l'armement 216 et moi-même sommes très heureux d'être parmi vous aujourd'hui dans le cadre de cette JSN 23 pour aborder cette thématique de la maîtrise des fonds marins, ce que les anglo-saxons appellent le seabed warfare, et que l'on pourrait définir en fait comme étant l'ensemble des opérations conduites vers, sur et depuis les fonds marins, et mettant en œuvre des systèmes pouvant fonctionner de manière autonome ou en réseau. Alors l'objectif de notre intervention commune, Antoine et moi-même, ne sera pas bien sûr de nous livrer un cours d'océanographie, ni de vous convaincre de l'importance des grands fonds marins. Je pense que le nombre de personnes aujourd'hui présentes dans cette assemblée est là pour attester de l'intérêt porté à cette thématique. On va surtout s'attacher en fait à vous apporter quelques points d'éclairage sur les grands éléments de la stratégie de maîtrise des fonds marins du ministère des Armées. Stratégie qui, comme vous le savez, a été rendue publique en fait en février 2022 par le SEMA, général d'armée Burkhardt, ainsi que par Madame Florence Parly, alors ministre des Armées, à l'issue de réflexions qui ont été conduites en fait par un groupe de travail comprenant à la fois des représentants de l'état-major des armées, de l'état-major de la marine, de la DGA, de l'agence Innovation Défense, du CHOM, service hydrographique et sonographique de la marine, et puis d'autres directions et services du ministère. Voilà. Alors avant toute chose, il semble tout d'abord important de rappeler que finalement, vouloir maîtriser le fond de la mer n'est pas quelque chose de complètement nouveau. Ça fait plusieurs décennies, voire plus, que l'homme cherche à descendre vers les grandes profondeurs, que ce soit bien sûr pour y explorer les abysses, y exploiter les ressources éventuellement, et puis je dirais surtout pour y conduire des opérations. Je noterai sur ce point que la marine possède dans le domaine de l'action sous-marine une expertise avérée et ancienne, puisque nous mettons en œuvre déjà depuis maintenant plusieurs décennies des moyens complémentaires et variés, comprenant aussi bien des aéronefs de patrouille maritime, équipés de bouées acoustiques, des sous-marins nucléaires, SNA, SNLE, des frégates anti-sous-marines équipées de sonars remorqués, qu'il s'agisse de corps remorqués avec des sonars actifs ou des antennes linéaires, et puis également, bien sûr, des bâtiments de chasse aux mines avec des plongeurs démineurs, des nageurs de combat, et puis les bâtiments hydrographiques et sonographiques qui sont mis en œuvre dans le cadre de la fonction hydrographie. Alors, ce qui est récent, en revanche, et je pense que c'est un point qui avait été effectivement évoqué également par nos deux prédécesseurs de Naval Group, c'est le fait que les fonds marins apparaissent très clairement aujourd'hui comme un véritable terrain de rapport de force, dans un contexte qui est marqué par une compétition stratégique désormais avérée entre des acteurs à la fois étatiques, mais également privés, qui finalement de plus en plus vont se défier, voire même se confronter pour le contrôle de ces grands espaces communs, ce que les Américains appellent les Global Commons, et dont font très clairement partie également aujourd'hui les grands fonds marins. Et donc je dirais finalement qu'au même titre que le cyber ou l'espace exoatmosphérique, les fonds marins aujourd'hui très clairement apparaissent comme un lieu potentiel d'extension de la conflictualité, marqué notamment par une imbrication extrêmement forte entre des logiques de puissance, des politiques de fait accompli, et puis je dirais également une certaine forme d'hybridité qui est inhérente à la nature même de ces grands espaces sous-marins. Alors, le premier constat que l'on peut faire et qui ressort finalement de notre stratégie, c'est un constat évident, c'est celui d'un environnement complexe et potentiellement conflictuel. Je dirais que d'un point de vue purement physique, les fonds marins, on le sait tous, sont un espace qui est très hétérogène, encore très largement méconnu,
Et je pense que M. Houillet, le PDG de l'Ifremer, ne me contredira pas, mais je crois qu'à peine 20% des fonds marins ont été cartographiés et à peine 2 à 3% d'entre eux l'ont été avec une précision inférieure à 1 mètre. Sur un plan purement physique, ça a déjà été montré, mais les fonds marins sont marqués par d'importantes discontinuités, des ruptures physiques, avec des alternances de plaines abyssales, de fosses océaniques, de montagnes sous-marines, de rifts. Bref, finalement, un environnement qui est extrêmement propice à la dissimulation. Alors, sur le plan juridique, le statut des fonds marins non plus n'est pas uniforme et va répondre finalement aux différentes segmentations qui sont issues de la Convention de Montego Bay pour ce qui concerne les espaces maritimes. On va donc y trouver la notion, bien sûr, de mer territoriale, de zone économique exclusive, de plateau continental, et puis celle de zone internationale des fonds marins, ce qu'on appelle la zone, qui est en fait un espace situé en haute mer, réglementé par l'AIFM, l'Agence internationale des fonds marins, pour tout ce qui touche à l'exploration et puis à l'exploitation potentielle des ressources. Alors ce statut juridique pourrait apparaître de prime abord assez rassurant, finalement, assez encadrant. En fait, il est de plus en plus battu en brèche avec des tentatives de contournement de la part de certains de nos compétiteurs stratégiques qui n'hésitent plus à faire montre d'une véritable forme de lawfare maritime à des fins de prédation des ressources et parfois même surtout d'affirmation de la puissance. Donc finalement, les fonds marins apparaissent, je dirais, comme un espace de plus en plus contesté. Et comme je le précisais auparavant, de même que le cyber ou l'espace exatmosphérique, les fonds marins sont caractérisés tout d'abord par une très forte dualité des actions qui vont s'y dérouler, avec finalement un mélange d'activités à la fois civiles, militaires, activités océanographiques, activités covert ou activités déclarées. C'est un espace qui est également marqué par un environnement extrême, cela a été évoqué auparavant, qui de fait nécessite des technologies de pointe de manière à pouvoir y opérer en toute sécurité. Et finalement, la capacité à pouvoir travailler, opérer à des immersions de l'ordre de 6000 mètres reste finalement l'apanage d'un club assez restreint et donc constitue à cet égard très clairement une certaine forme d'affirmation de la puissance. Et puis les fonds marins sont un lieu inhabité, au sens humain du terme, j'entends, difficile d'accès, avec donc d'importantes difficultés finalement d'une part à déterminer la nature des actions qui vont s'y dérouler, mais également à contrôler des effecteurs et des senseurs sous-marins qui vont être appelés à avoir de plus en plus d'autonomie de manière à pouvoir agir plus loin, plus profond et plus longtemps. Donc finalement, on est confronté dans les fonds marins à une espèce de théâtre de l'hybridité sous-marine, une véritable zone grise sous-marine qui est marquée d'une part par l'ambiguïté des actions, par une certaine disparition des seuils qui va rendre du coup d'autant plus délicate finalement la gestion de l'escalade, et puis également par les difficultés à caractériser les actions et par là même à les imputer, c'est-à-dire à être en mesure de savoir qui a fait quoi, et puis également d'un point de vue politique à les attribuer, à savoir est-ce que la décision sera prise de faire du naming, du shaming en fonction de l'action qui est éventuellement détectée. Deuxième constat, très largement connu, donc sur lequel je n'irai pas trop dans les détails, les fonds marins bien sûr sont un lieu, je dirais, de croissance économique, avec des activités économiques, activités industrielles en plein développement, des activités multiformes, au premier rang desquelles, bien sûr, l'oil and gas. On estime, je crois que d'ici 2035, près de 30% de la production d'hydrocarbures mondiale sera issue de l'offshore, et près de la moitié d'entre elles sera issue du deep offshore. On a également la problématique des ressources minérales, avec le débat prégnant et d'actualité entre la nécessaire préservation de l'environnement, de la biodiversité sous-marine, et puis également les études de rentabilité éventuelles quant à une éventuelle exploitation des ressources minérales des grands fonds marins. Et puis on a le secteur des câbles sous-marins, secteur en plein essor. Environ 480 câbles sous-marins actuellement sont en service ou en passe de le devenir au cours de l'année prochaine. Des câbles sous-marins qui véhiculent plus de 98% de l'information numérique, avec des débits qui sont multipliés par 2 tous les 2 ans. À titre d'exemple, le câble transatlantique Amitié, qui est détenu par Facebook Meta, qui va rentrer en service à l'été 2023, câble donc qui va relier la France aux États-Unis. Ce câble est attendu avec une capacité de 360 terabits par seconde, à comparer aux 24 terabits par seconde du câble FA1 qui avait été posé au cours de l'année 2001. Donc vous voyez le ratio entre les 2 générations de câbles. Un écosystème des câbles sous-marins qui est marqué en fait par 3 tendances intéressantes. La première, tout d'abord, c'est une transformation progressive finalement de ce modèle économique
qui pendant très longtemps était fondée sur une segmentation entre 3 grands types d'acteurs, ceux qui fabriquent et conçoivent les câbles sous-marins, ceux qui posent et maintiennent les câbles sous-marins, et puis ceux qui exploitent les câbles sous-marins, au premier rang desquels les opérateurs téléphoniques, mais également de nombreux consortiums faits de plusieurs opérateurs, voire même d'investisseurs étrangers. On assiste progressivement, en fait, depuis l'arrivée des GAFAM dans cet écosystème, à une certaine mutation finalement de ce secteur d'activité, avec des opérateurs qui de plus en plus vont chercher à investir sur la totalité de la chaîne de valeur, qui va de la conception du câble jusqu'à sa mise en œuvre, en passant par sa maintenance. Deuxième tendance, intéressante également, c'est le fait qu'on va assister au cours des années 2025-2030 à un très fort renouvellement finalement des câbles sous-marins qui ont été posés au cours des années 2000. Bon, la durée de vie d'un câble, c'est environ 20-25 ans. Et donc, en fait, on va assister à une certaine forme d'extinction de masse, finalement, de tous les grands câbles, notamment transatlantiques, qui ont été posés au début des années 2000, ce qui va se traduire, d'un point de vue opérationnel, par une très forte occupation, finalement, du volume sous-marin au cours des années 2025-2030, avec la présence de câbles liés à la mer et tout ce que ça implique également en matière de recherche hydrographique et sonographique, de manière à pouvoir évaluer différentes routes de câbles potentielles. Et puis la troisième tendance, c'est une tendance davantage connue, c'est bien sûr l'irruption de la Chine dans cet écosystème des câbles, avec des grands acteurs tels que Huawei Marine, Hengtong maintenant, la Chine qui très clairement considère finalement les câbles sous-marins comme une forme de route de la soie numérique. Alors sur le plan stratégique, je dirais que les fonds marins apparaissent aussi comme une véritable extension de l'espace de compétition, fonds marins qui sont très clairement, je dirais, le théâtre d'une forme de conflictualité nouvelle. On a longtemps parlé, finalement, pendant la guerre froide, des opérations de pistage et de contre-pistage de sous-marins auxquels se sont livrés les deux blocs, à la fois, bien sûr, pour la maîtrise de l'espace sous-marin, notamment en Atlantique Nord-Est, mais également pour le contrôle des lignes de communication maritime. Ce qu'on sait beaucoup moins, c'est qu'au cours de cette même période, Russes et Américains se sont livrés à une véritable guerre des abysses. Je crois que le mot est exact, avec un certain nombre d'opérations qui ont été conduites à la fois vers et sur les fonds marins, opérations dont certaines d'entre elles sont maintenant déclassifiées, donc qu'on peut aborder. Je noterai ainsi l'opération Jennifer, conduite en 1968 par la CIA, avec la modification d'un bâtiment, le Glomar Explorer, pour aller rechercher l'épave du sous-marin stratégique K-129 soviétique, qui se trouvait alors par 5000 mètres de fond. Opération qui a été partiellement couronnée de succès, parce qu'elle a permis de remonter quelques éléments intéressants, même si la totalité de l'opération n'a pas pu être conduite à son terme. Et puis pendant les années 70, toutes les opérations Heavy Bells qui ont été conduites par l'US Navy et par la CIA, avec notamment un bâtiment, un sous-marin nucléaire d'action spéciale, le USS Halibut, capable d'opérer par très grand fond et également par très petit fond, et qui a conduit donc à disposer des systèmes d'écoute à proximité de certains câbles sous-marins soviétiques, notamment en mer d'Okhotsk. Alors cette compétition ne s'est pas arrêtée, je dirais même qu'elle s'est même accélérée, avec notamment la Russie qui met en œuvre depuis déjà plusieurs années, à travers notamment le GUGI, qui est un organisme qui est pour la recherche par grande profondeur, je dirais, qui dépend en fait directement du FSB. Le GUGI qui met en œuvre un spectre de moyens extrêmement large, qui s'étend de sous-marins nucléaires spécialement modifiés, pouvant emporter des drones et des robots téléopérés, y compris des sous-marins de plus petite taille, sous-marins nucléaires d'action spéciale, qui peuvent descendre, certains d'entre eux, jusqu'à plus de 1000 mètres de profondeur. Et puis vous avez également d'ambitieux programmes en matière de drones, avec notamment le Vitiaz, que vous pouvez voir sur cette diapositive, qui est un drone annoncé par la Russie comme pouvant descendre jusqu'à 10 000 mètres. Et puis il y a toute la famille des drones Clavsin, qui peuvent être mis en œuvre directement depuis les sous-marins nucléaires, avec certains d'entre eux la capacité de faire du hovering, c'est-à-dire en fait la capacité de se positionner verticalement par rapport à un objet sur le fond de la mer, avec toutes les applications potentielles qu'on peut imaginer. La Chine n'est pas absente de cette grande marche vers les grandes profondeurs également, avec d'ambitieux programmes, avec notamment des drones océaniques, le HSU-001, dont on ne sait pas trop pour l'instant exactement quelle est sa fonction, mais qui a été présenté par la Chine comme étant un vecteur, je dirais, de travaux et surtout d'opérations par grand fond également. Et puis tout un tas de programmes avec notamment des sous-marins habités, dont certains, le Jialong et le Fen-12, sont descendus à des immersions de 6000 mètres. Et puis des drones également qui peuvent opérer par très grande profondeur. Alors, j'ai noté le Wukong, qui est descendu récemment dans la fosse des Mariannes à une immersion de 10 900 mètres, avec bien évidemment une plongée très fortement médiatisée.
On assiste également à l'apparition de nouvelles ambitions que j'ai mentionnées dans cette diapo, avec bien sûr la Grande-Bretagne, qui, à travers son Integrated Review, qui est l'équivalent de notre livre blanc en fait, a récemment rappelé encore toute l'importance qu'il y avait à protéger les caps sous-marins de communication. L'Australie, qui, de par son rôle géographique, apparaît comme un hub numérique en matière de caps sous-marins et qui, du coup, s'est lancé dans un ambitieux programme de drones et de robots téléopérés par grand fonds. Puis vous avez également l'Inde et le Japon qui, eux aussi, se lancent dans cette aventure avec des programmes qui ont différents degrés de maturité. Alors, dans ce contexte, et ce sera un petit peu la conclusion de cette première partie, je dirais que la protection de nos intérêts stratégiques et finalement la liberté d'action de nos forces pourrait être potentiellement mise en jeu avec une certaine multiplication des menaces vis-à-vis de nos infrastructures sous-marines qui comprennent les câbles de communication, j'ai déjà évoqué, mais également les câbles énergétiques, les infrastructures de transport d'énergie, les gazoducs, les pipes, avec finalement un spectre de menaces, notamment sur les câbles, qui est assez large, qui peut s'étendre d'accidents, je dirais, d'opportunités, avec des crochages ou des chalutages plus ou moins volontaires à proximité des câbles, jusqu'à des actions potentiellement plus offensives et qui requerraient dans ces cas-là la mise en œuvre de moyens subaquatiques particuliers sur lesquels je ne reviendrai pas. Et puis on a également la liberté d'action de nos forces qui pourrait être potentiellement compromise avec la capacité que pourrait avoir un compétiteur finalement à disposer des systèmes fixes ou semi-fixes à proximité de nos approches, systèmes qui pourraient être également des systèmes offensifs. Je pense notamment à la bonne vieille mine navale qui reste finalement un objet d'actualité quand on voit les opérations qui ont été conduites en mer Noire. La mine navale qui, en dépit de son ancienneté, reste rustique, possède un excellent rapport coût-efficacité et puis surtout fait peser une menace particulière vis-à-vis de l'adversaire en perturbant fortement ses dispositifs. Et puis enfin, la protection de nos intérêts à la fois stratégiques mais également industriels pourrait être potentiellement mise en cause par la capacité que pourrait avoir un adversaire finalement à aller récupérer un objet situé au fond de la mer et nous appartenant, qu'il s'agisse d'une épave de sous-marin, comme ça a été évoqué par M. Meunier, par tout simplement des aéronefs, et puis également par des débris, des missiles ou d'autres, qui nous appartiendraient et pour lesquels un compétiteur serait tenté d'aller conduire une action par très grande profondeur. Alors, à titre d'exemple, l'année 2021-2022 a été marquée par les accidents successifs de deux F-35, l'un britannique et l'autre américain, qui se sont crashés, l'un en Méditerranée orientale et puis l'autre en mer de Chine méridionale. Je dirais que les efforts mis en œuvre par l'US Navy et la Royal Navy pour mettre en œuvre des moyens lourds de récupération de ces deux épaves illustrent, je pense s'il en était besoin, tous les enjeux qui sont liés à la récupération d'un objet sensible, surtout quand vous avez un compétiteur qui s'y intéresse de très près et qui est prêt à le faire à votre place. Alors pour répondre à ces différents défis, notre ambition en fait en matière de maîtrise des fonds marins, ambition qui est celle du ministère des Armées, je rappelle, et pas simplement celle de la Marine ou de la DGA, notre ambition en fait s'articule autour de deux grands axes. Alors le premier, c'est bien de garantir la liberté d'action de nos forces, je l'évoquais précédemment, en étendant d'une certaine manière la maîtrise de l'espace aéromaritime jusqu'aux grands fonds marins et à travers finalement trois grandes fonctions opérationnelles qui sont de connaître, de surveiller et d'agir vers, sur et depuis les grands fonds marins. Alors dans le domaine de la connaissance, l'effort sera tout d'abord porté sur l'amélioration de notre connaissance de la bathymétrie, c'est-à-dire en gros la topographie du fond de la mer, paramètre qui est indispensable non seulement pour bien évidemment permettre à nos sous-marins de naviguer en toute sécurité, également les bâtiments de surface avec leur système remorqué, mais c'est également un paramètre indispensable à nos sous-marins afin de leur permettre de pouvoir opérer en toute discrétion, en ayant notamment la capacité à pouvoir recaler des systèmes de navigation inertielle par rapport finalement à une topographie du fond parfaitement connue. Et puis dans le domaine de la connaissance, l'effort va être également porté bien évidemment sur l'amélioration de la connaissance de la nature des fonds marins, de la structure de ces fonds marins, de leurs sédiments, de manière notamment à affiner, je dirais, nos différents modèles de propagation acoustique. L'objectif étant d'avoir ce que l'on appelle une équation du sonar, c'est-à-dire en fait la mesure et la détermination de la capacité à détecter un objet ou à être contre-détecté, qui soit la plus affûtée et la plus fine possible. Dans le domaine de la surveillance, l'effort est porté sur notre capacité à surveiller à la fois vers les fonds marins et puis depuis les fonds marins, avec le développement de capacités de détection
qui bien évidemment doivent être cohérentes de la nature des objets recherchés. Et puis on a également lancé une réflexion sur le développement, l'architecture de ce que pourrait être un système de détection situé sur le fond de la mer, avec des architectures, des technologies qui sont actuellement en cours d'évaluation et de maturation et qui font l'objet de certains nombres d'études amont conduites notamment par la DGA. Et puis enfin, dans le domaine de l'action, deux dimensions. Une dimension horizontale. L'objectif est d'aller plus loin, c'est-à-dire d'être capable finalement d'opérer en conduisant des actions sous la mer vers les fonds marins en milieu contesté, ce qui impose une certaine discrétion et la capacité notamment à agir, je dirais, selon des homologations particulières. Et puis également la capacité à opérer plus profondément. Nos moyens actuellement patrimoniaux au sein du ministère des Armées se limitent finalement à deux robots téléopérés qui sont le Diomède et le Ulysse, qui ont des capacités à opérer jusqu'à 2000 mètres d'immersion. Alors 2000 mètres c'est profond, mais c'est pas assez quand même. Et donc notre objectif pour nous c'est d'aller rejoindre les 6000 mètres, puisque comme le disait M. Vignal de Naval Group, 6000 mètres c'est la capacité à couvrir plus de 97% des fonds marins. Voilà, je vais maintenant laisser la parole à l'ingénieur en chef de 16, dans la mesure où le deuxième axe de notre stratégie vise à consolider notre autonomie stratégique à travers un certain nombre de coopérations et le développement d'un certain nombre d'aspects capacitaires. Merci beaucoup. Avant de continuer sur la présentation de la stratégie ministérielle de maîtrise des fonds marins, je voudrais faire un pas de côté et élargir un peu le propos en parlant interministériel et en parlant de France 2030. France 2030 a été évoqué très, très brièvement tout à l'heure. Je voudrais parler un peu chiffres. France 2030, c'est un plan d'investissement massif. On parle de 30 milliards d'euros qui a été lancé en octobre 2021 par le président de la République pour développer la compétitivité industrielle et les technologies d'avenir. Donc ça se décline en différents objectifs, dont l'objectif numéro 10 qui s'appelle « Investir dans le champ des fonds marins ». On est en plein dans notre sujet. Cet objectif numéro 10, il est doté de 300 millions d'euros sur 5 ans. Donc c'est une enveloppe tout à fait conséquente. Quelle finalité pour cet objectif ? Tout d'abord, alimenter la recherche scientifique. On est vraiment dans un cadre interministériel. L'idée, c'est de réaliser des missions scientifiques, de collecter, d'apporter des données à la communauté scientifique pour qu'elle puisse alimenter ses travaux. Et l'idée, c'est bien de disposer à terme d'applications qui ont été dérivées, bio-inspirées, comme ça a été évoqué tout à l'heure, des grands fonds marins. Donc il y a des objectifs chiffrés dans France 2030 et l'idée c'est bien de disposer de plusieurs applications bio-aspirées à la fin du plan d'investissement. Ces applications, on pense tout de suite au domaine des médicaments, du matériau, c'est les domaines les plus évidents, mais en fait le plan d'investissement est très large et ça pourrait alimenter toutes sortes de projets. Deuxième pan, c'est de développer la compétitivité industrielle et de disposer à terme d'acteurs industriels français au meilleur niveau mondial. Alors j'ai mis le logo du GICAN sur cette planche, qui est une fédération d'industriels du naval, pour deux raisons. C'est d'une part, je voulais pas citer certains industriels au risque d'en oublier d'autres, j'aurais fait des jaloux. Et d'autre part, parce que le GICAN va être un partenaire de la DGA et de la Marine, un partenaire des armées pour construire et établir ce dialogue avec les industriels. Ce que je veux souligner, en fait, auprès de vous, c'est toute la richesse. Il y a un certain nombre d'industriels dans la salle. C'est toute la richesse de la base industrielle du domaine. Il y a des grands groupes, on a vu Naval Group qui nous a présenté tout à l'heure, mais il y a un certain nombre de plus petits acteurs, de pépites en France, qui sont extrêmement intéressantes, qui ont des technologies extrêmement innovantes, et c'est bien avec l'ensemble de la base industrielle qu'on veut travailler pour les développer. Je vous encourage, d'ailleurs, à la pause, comme vous aurez quelques pauses pendant la journée, à échanger, à aller voir ces industriels, à échanger avec eux, parce que vous avez beaucoup, les uns et les autres, à vous apporter. Alors, pour développer la compétitivité, et là je m'adresse aux industriels, on va vous faire travailler. Et on va vous faire travailler au travers de différents axes. D'une part, il y a un appel à projet qui a été lancé par
par le SGMR et BPI France, doté de 25 millions d'euros, où les industriels ont pu proposer des projets dans le domaine des grands fonds marins qui vont être sélectionnés. Les copies viennent d'être rendues et elles vont être sélectionnées dans les semaines à venir par une communauté d'experts interministériels pour développer des technologies, pour développer des systèmes dans le domaine des fonds marins. Et ensuite, il va y avoir des missions. Alors, il y a 4 missions déjà qui ont été lancées. 2 missions pilotées par l'Ifremer sur une cartographie précise, multiparamètres, de 2 zones, en fait, la dorsale médio-atlantique et puis la zone de Clarion-Clipperton dans le Pacifique. Et puis une deuxième mission, là également pilotée par l'Ifremer, de développement d'un planeur, un objet qui va planer dans l'eau pour surveiller et comprendre la zone tout autour du volcan de Mayotte. Et puis il y aura 2 autres missions pilotées par la DGA, que je détaillerai un petit peu après, de développement d'un drone sous-marin, un AUV grand fond, allant jusqu'à 6000 mètres, comme l'a souligné l'amiral Durando, et d'un robot téléopéré grand fond, également capable d'intervenir jusqu'à 6000 mètres. Dernier point que je cherche à détailler dans cette planche, c'est que France 2030 cherche à adresser, au travers de ses travaux, l'ensemble des sujets. Du système, sous-système, capteurs, composants, matériaux, logiciels, services, données, etc. Même jusqu'à la formation, en fait. On s'intéresse vraiment à tout l'écosystème pour adresser toutes les thématiques. Alors, quel lien avec la stratégie ministérielle ? Quand on parle de consolider l'autonomie stratégique du ministère des Armées, on est exactement dans la même problématique. On est exactement dans la même chose. Si on parle technologie, on travaille au ministère des Armées sur de nombreuses innovations technologiques. Alors, au sein de la DGA, c'est l'Agence d'innovation de défense qui porte ces travaux-là, qui a été cité tout à l'heure. Alors, l'Agence d'innovation de défense, elle cible ses actions. Vous connaissez le ministère, on a un peu tendance à compter nos sous dans le ministère. Et donc, on va investir principalement sur les sujets qui n'auraient pas été traités autrement dans le domaine civil. Ou bien, alors, sans prendre en compte des aspects spécifiques du besoin militaire. Un petit exemple, sur la planche précédente, vous aviez une image avec des meutes de mini-AUV, des meutes de drones. C'est un projet qui s'appelle Proteus, qui est fait avec un industriel qui s'appelle Orc-Océan, avec participation de l'ENSTA Bretagne et du centre déjà technique naval de la DGA. L'idée, c'est de mettre une meute de mini-UUV en cohérence, de les faire évoluer sur une géométrie bien précise pour faire une antenne sonar passive, ultra basse fréquence, et de pouvoir détecter et écouter un certain nombre de choses. On retrouve autre exemple, vous avez le démonstrateur de drones sous-marins océaniques sur la photo de Naval Group. Donc c'est un projet qu'on porte au niveau de la DGA. L'idée, c'est d'en faire un démonstrateur de technologie. Le travail autour de ce projet va être l'occasion de tester un certain nombre de technologies, de faire un certain nombre de preuves de concept et de pouvoir alimenter comme ça l'innovation dans le domaine naval. Je vous ai mis un petit nuage de mots-clés à droite. En fait, on retrouve bien l'ensemble des préoccupations, l'ensemble des défis techno qu'on a en commun entre le ministère des Armées et le domaine civil, sauf que nous, on va vraiment le regarder avec un prisme militaire. Deuxième point, c'est construire un domaine d'excellence pour la France. Et là, je reviens sur les 2 missions que j'ai évoquées tout à l'heure. Donc, développer un ROV et un AUV grand fond. Alors, on va pas le faire tout seul, on va être assisté pour ça de l'Ifremer qui nous apporte son expertise technique et je l'en remercie. L'idée, c'est vraiment de voir quand on a vu ce qui était fait côté France 2030 et quand on a vu les besoins qu'on avait du côté du ministère des Armées, on a vu toutes les formidables synergies qu'on pouvait construire entre les 2 démarches. On vise les mêmes objets, on vise à peu près les mêmes profondeurs, On a des besoins qui sont très similaires. Alors, il y a quelques besoins scientifiques spécifiques, il y a des besoins militaires spécifiques, mais on a quand même une très grande synergie dans les besoins et dans les calendriers. Et donc, quand on a eu ça, on s'est dit, on va travailler ensemble.
On ne va pas travailler le ministère des Armées dans son coin, l'interministériel dans son coin. On va bien sûr s'inscrire dans cette démarche d'ensemble pour démultiplier les synergies. Et donc, ce que la stratégie ministérielle a acté, c'est qu'on allait s'appuyer sur ces développements faits dans France 2030 pour développer nos propres objets et pour en disposer demain. Et pour assurer cette synergie, c'est la DGA qui va conduire les projets et côté interministériel et côté ministère des Armées. Un mot enfin sur les partenariats avec nos alliés qui se placent sur plusieurs plans. D'une part sur le plan opérationnel, l'amiral Durando serait mieux placé pour en parler, mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a un certain nombre d'échanges entre états-majors. Ce que je peux dire aussi, c'est que la publication de la stratégie ministérielle a suscité un fort intérêt chez nos différents partenaires. Coopération qui s'inscrit également sur le côté coopération d'armement. Je vous ai mis une illustration du programme MMCM, qui est un programme franco-britannique dans le domaine de la guerre des mines, où on va développer en commun, au travers d'une structure qui s'appelle l'OCAR, une organisation conjointe pour la conduite des opérations de programmes d'armement, et on développe des modules de lutte contre les mines conjointement entre la Grande-Bretagne et la France. Et comme le cyber warfare est un sujet d'intérêt entre nos deux pays, on va entamer également des discussions capacitaires, des discussions technologiques, des échanges de feuilles de route entre la Grande-Bretagne et la France. Alors cette double ambition, donc liberté d'action de nos forces et puis consolidation de notre autonomie stratégique, se décline en fait à travers une feuille de route articulée autour de plusieurs volets. Le premier volet est un volet opérationnel qui vise très clairement à intégrer la maîtrise des fonds marins dans notre stratégie de défense à travers les trois fonctions opérationnelles que j'avais mentionnées précédemment, connaître, surveiller et agir. Donc comme vous pouvez le constater sur ce slide, le spectre des opérations de maîtrise des fonds marins, ce qu'on appelle les OMFM, est finalement assez large et s'étend des opérations d'hydrographie, d'océanographie, y compris côtières, jusqu'aux opérations d'intervention et d'action sur le fond de la mer, que ce soit par petit fond ou par très grand fond, en passant bien sûr par les opérations de surveillance. Donc le premier effort que nous menons, c'est bien évidemment de décrire précisément ce que sont ces opérations, de les décliner, ce qui passe notamment par un renforcement bien sûr du corpus doctrinal, de manière à établir la doctrine, établir les différents concepts d'emploi liés à ces types d'opérations qui sont, comme vous pouvez le constater, relativement diverses par nature. Deuxième axe d'effort, c'est bien évidemment de mieux connaître et d'anticiper la menace. C'est fondamental pour la conduite des opérations, j'enfonce une porte ouverte, mais si vous ne connaissez pas la menace en face de vous, vous pouvez lancer des grands programmes d'armement, vous pouvez lancer de la doctrine, vous pouvez lancer des moyens à la mer, et vous serez incapable de répondre au bon moment à la bonne menace. Et donc cette menace, elle est caractérisée par une très forte dualité, finalement, civilo-militaire, comme je l'évoquais. Et donc nous avons mis en place un cycle de recueil de renseignements, sur lequel je ne rentrerai pas, bien sûr, dans les détails, fondé sur la capacité à recueillir, à traiter et à diffuser l'information en lien avec la maîtrise des fonds marins au sens large. Puis le troisième effort, c'est un effort opérationnel, c'est bien évidemment de planifier et de conduire les opérations de maîtrise des fonds marins, qu'il s'agisse d'assurer la protection de nos approches avec les infrastructures sous-marines que j'évoquais précédemment, d'avoir la capacité de déployer des moyens sur des théâtres d'opérations éventuels ou sur des points d'intérêt, et puis également à des fins de signalement stratégique. Et donc nous avons commencé depuis l'an dernier, depuis la publication de cette stratégie, à conduire plusieurs opérations de maîtrise des fonds marins. La première s'est déroulée notamment au premier trimestre 2022 en Méditerranée. Il s'agissait de l'opération Elédon, qui a consisté à surveiller plusieurs câbles sous-marins d'intérêt au large de Marseille, avec notamment le concours de l'Ifremer à travers le Nautile, sous-marin donc ayant la capacité d'agir jusqu'à 6000 mètres, et qui a fait une plongée également d'investigation sur un des câbles d'intérêt. Et puis la dernière opération en date est celle que nous avons conduite en octobre dernier, donc dans les approches, je dirais, du golfe de Gascogne, et qui nous a conduit à surveiller pendant plus d'une quinzaine de jours un certain nombre de câbles sous-marins d'intérêt, notamment certains câbles transatlantiques, opérations qui ont été particulièrement intéressantes. Elles nous ont permis notamment d'acquérir un retour d'expérience précieux en ayant la capacité d'aller investiguer des câbles jusqu'à une immersion de 4800 mètres, en utilisant notamment un drone que nous avions à ce moment-là loué pour l'occasion.
D'autres opérations, bien évidemment, se feront au cours des mois prochains et des années à venir. Le deuxième volet de notre feuille de route, c'est très clairement un volet RH, dans la mesure où, effectivement, avoir une doctrine, c'est bien, avoir des idées pour conduire les opérations, c'est bien. Ce qui est également bien, c'est d'avoir du personnel. Et tout ça, finalement, repose sur 2 axes d'effort de notre part. Le premier, c'est d'honorer le besoin en RH, avec notamment une montée en puissance des structures déjà existantes au sein de la marine, de manière à consolider notre expertise fonds marins, à la fois sur un plan qualitatif et quantitatif. Parmi les structures déjà existantes, je mentionnerai simplement le CEFISMER, qui est le Centre d'expertise pour la plongée humaine et l'intervention sous la mer, qui est une unité de la Marine nationale, qui dépend de la Force d'action navale, et donc qui est située à Toulon, et qui met déjà en œuvre les ROV que nous détenons, à savoir le Ulysse et le Diomède, qui sont, comme je le disais, limités à 2000 mètres. Mais c'est déjà un premier pas, et c'est ce CEFISMER qui sera appelé à mettre en œuvre les futurs robots téléopérés et les futurs AUV grand fond que nous allons acquérir. Donc il va falloir bien évidemment faire monter en gamme ce CEFISMER, le faire monter en puissance, de manière à ce que notamment il puisse répondre à un contrat opérationnel élargi en matière de maîtrise des fonds marins. Et puis le deuxième axe d'effort, c'est de générer la compétence, ce qui passe notamment par la définition, bien sûr, de parcours RH adaptés pour intégrer la prise en compte de nouveaux systèmes. Alors là aussi, on ne part pas de rien dans la marine, puisque, comme je le précisais en introduction, notre expertise est quand même avérée, quand même ancienne. Ça fait déjà plusieurs décennies que la marine met en œuvre des objets complexes sous la mer, était capable de traiter des images sonars, de détecter des objets, de les analyser, de les transmettre. 2 challenges nous attendent néanmoins pour cette expertise MFM, maîtrise des fonds marins. Le premier, bien évidemment, c'est de faire face à des systèmes appelés à de plus en plus d'autonomie, ce qui va, de ce fait, entraîner forcément des prises de conscience en matière de planification des missions, de canons conformes, de gestion de systèmes, finalement, d'armes de plus en plus complexes, tels que les AUV, notamment, ayant la capacité à opérer pendant plus de 48 heures par grand fond. Et puis, il va falloir également gérer la problématique de la data, la big data, la gestion de la donnée de masse, qui là aussi va être un paramètre indispensable pour assurer pleinement cette maîtrise des grands fonds marins. Voilà, et le troisième volet est un volet capacitaire, et je donc cède la parole à Alicia Dessès pour cette dernière partie. Merci beaucoup. Donc, et effectivement, le troisième axe de cette feuille de route est capacitaire. Alors tout à l'heure, j'ai évoqué les développements qu'on lance avec France 2030, d'un AUV grand fond et d'un ROV grand fond. C'est une bonne chose et c'est un invariant dans toutes nos réflexions capacitaires. C'est-à-dire que dans tous les cas, dans tous les scénarios, on sait qu'on aura besoin d'objets allant jusqu'à 6000 mètres. Après, je vais présenter la planche à l'envers, je vais commencer par la partie capacité pérenne. Une fois qu'on a lancé ces développements d'objets allant jusqu'à 6000 mètres, on a encore un certain nombre de questions à se poser. Une question sur le nombre des objets, il y a une question sur leur performance. Est-ce que tous les objets ont besoin d'avoir toutes les performances ? Il y a une question de calendrier. Dans quel calendrier est-ce qu'on veut en disposer ? Qu'est-ce que ça impose en termes de stockage, en termes de traitement des données ? Savoir que des objets comme ça génèrent un volume de données qui est extrêmement important, qui est gigantesque. Donc, comment est-ce qu'on répartit le traitement des données entre un traitement sur un bateau, entre un traitement à terre post-expérimentation ? Qu'est-ce que ça génère en termes de plateforme pour emmener, récupérer ces données ? Naval Group a parlé des LARS tout à l'heure, des systèmes de mise à l'eau et de récupération. C'est un sujet à part entière. Comment est-ce qu'on prépare les bateaux, etc. Donc ça pose beaucoup de questions. Et ces questions-là, on les instruit dans le cadre d'une réflexion capacitaire qu'on mène à 3, entre la marine, la DGA et l'état-major des armées, bien sûr. Ces réflexions capacitaires-là, elles s'inscrivent bien évidemment dans le cadre des discussions en cours sur la loi de programmation militaire dont vous avez pu suivre les annonces par le président et par le ministre. Pour alimenter ces réflexions, rien ne vaut la mise en œuvre d'objets de ce type pour accumuler de l'expérience, pour bien comprendre
ce que ça veut dire de mettre en œuvre, pour bien comprendre ce que ça veut dire d'exploiter les données, pour bien comprendre tout ça. Et donc pour ça, on a monté la capacité exploratoire de maîtrise des fonds marins. Cette capacité exploratoire, elle s'appuie sur 4 objets. Déjà des campagnes partagées avec l'Ifremer autour notamment de leurs drones sous-marins ULIX, et puis des campagnes d'expérimentation de matériel loué sur étagère, des matériels sur étagère loués pour l'occasion. Donc 3 matériels. On travaille avec la société Hugin, le drone Hugin de la société Kongsberg, qui est une société norvégienne. On travaille avec l'A18D de la société X-Sail. Et puis on va travailler avec un ROV de la société Travocéan pour la partie robot téléopéré. Donc tout ça, toutes ces campagnes d'expérimentation qui vont se mener, qui vont être déroulées sur 2023 et 2024, vont permettre de mieux comprendre, de s'approprier cette capacité et d'alimenter toutes nos réflexions capacitaires. Et puis comme vous avez pu le voir dans le schéma présenté par l'amiral tout à l'heure, il y a plusieurs programmes d'armement qui contribuent aux fonctions de connaissance, de surveillance et d'action. Je vous ai mis quelques petites vignettes. Vous avez le système, le programme SLAMF pour système de lutte anti-mine du futur, donc dans le domaine de la guerre des mines. Vous avez le programme CHOF, capacité hydrographique et océanographique du futur. Et puis, dans le domaine des sous-marins et sous-marins nucléaires d'attaque, le programme bien connu Barracuda. Voilà. Donc tous ces programmes-là font partie de l'environnement et rentrent pleinement dans notre réflexion capacitaire et dans la feuille de route qu'on est en train d'établir. Voilà, je vous propose de nous arrêter là et de prendre certaines de vos questions, si vous en avez. Merci beaucoup. Donc, je représente des entreprises de la taille PME ETI, dont je vais m'adresser à l'ingénieur en chef de 16. Merci pour votre intervention l'autre jour dans le cadre d'un comité défense du GICAN. Et aujourd'hui, je vais vous demander de témoigner le programme Perseus. Vous voyez, là, dans cet amphi, officiers et ingénieurs sont côte à côte et ils vont se retrouver dans leur carrière côte à côte. Le programme Perseus nous a séduits. Pourquoi nous a-t-il séduits ? Bien sûr, les anciens militaires ont vu les efforts faits. C'est une signature donc entre le chef d'état-major de la marine et le responsable, le chef de la DGA. Donc ce programme, c'est tenir compte effectivement de l'avis des marins au cours des exercices d'entraînement haute intensité ou au cours de différents exercices avec nos alliés. Pouvez-vous en dire 2 mots et insister effectivement sur cette boucle courte du programme Perseus ? Merci beaucoup pour votre question. Alors, ça concerne les fonds marins, mais pas que, mais je vais en dire deux mots avec grand plaisir. Alors Perseus, c'est une initiative du chef d'état-major de la marine, mais à laquelle nous, DGA, on s'est inscrit et on accompagne vraiment bien volontairement. L'idée de Perseus, c'est de se dire qu'on gagne énormément à tester des matériels, à tester des systèmes, à tester des innovations en mer. Et donc sur des bâtiments en situation embarquée, sur des bâtiments de la marine, que ça soit lors d'exercices haute intensité, que ça soit lors d'un embarquement lors d'une mission opérationnelle, on gagne énormément à mettre en œuvre des systèmes, des briques innovantes dans ce cadre-là, et d'accompagner ça d'échanges tripartites entre la marine, la DGA, les experts de la DGA qui vont venir apporter leur expertise, et les industriels. Et donc, pour favoriser ça, on a lancé la démarche Perseus où chacun apporte un peu au pot. La marine dit, moi je vais m'engager
à donner plus de temps de plateforme, à rendre mes bateaux et mes équipages disponibles, plus souvent disponibles. Ça a un coût pour la marine, c'est un effort vraiment conséquent parce que le temps d'équipage, le temps de plateforme, c'est pas anodin. Donc elle dit, voilà, moi je mets je mets mon expertise, bien sûr, ma compétence, ma connaissance des milieux et des missions opérationnelles, et je mets ça sur la table avec du temps de plateforme. Les industriels disent, nous, on va apporter nos innovations, on va apporter ça, alors soit en autofinancement, soit, je crois que le terme est un financement raisonnable de la part des industriels. Pourquoi ? Parce que les industriels comprennent qu'ils ont à y gagner. En venant apporter leur matériel, en les testant en mer et en travaillant comme ça avec la DGA et la marine, ils retirent un retour d'expérience qui est extrêmement profitable. Donc là, ils y gagnent beaucoup. Et la DGA, et ça va dans le sens de ce que veut Emmanuel Kiva, le délégué général pour l'armement, dit voilà. Nous, on va envoyer des ingénieurs, on va envoyer des experts au plus proche des marins pour mieux comprendre les missions opérationnelles et au plus proche des industriels aussi pour regarder tout ça. Et on va faire un effort particulier pour mettre en place les contrats, quand il y a besoin de mettre en place des contrats, pour accompagner cette démarche. Et dernier mot sur Perseus, alors c'est en train de se construire. On a posé un certain nombre de briques et un certain nombre de bases sur la table. Ça a fait effectivement l'objet d'une note co-signée début janvier entre le chef d'état-major de la marine et le directeur adjoint de la DGA, notre co-signé qui a posé un certain nombre de bases, et on est en train de construire cette démarche sur cette base. On est en train de sélectionner les premiers projets qui seraient éligibles à la démarche, avec l'idée, peut-être à l'été, de remettre des labels, un label Perseus, Exercise Proven, Marine Proven, aux différents projets qui ont été expérimentés et qui ont réussi ça avec succès. En 2 mots. Bonjour, Laurent Thomas, Assystem, Outstanding Bid on Project. Voilà, j'ai 2 questions qui seront précédées d'un constat, si on peut dire ça. On voit que les futurs enjeux qui vont se jouer d'un point de vue géopolitique, énergétique ou même stratégique passeront par la maîtrise d'un volume d'océan qui est compris entre 1000 mètres et 6000 mètres et pour laquelle l'homme n'a pas trop sa place. Donc, fort de ce constat, la première question est en fin de compte de se dire, est-ce que l'équation n'est pas hyper simple, même si c'est d'un point de vue technologique hyper complexe. L'entité ou le pays qui arrivera d'une manière fiable, continue, à pouvoir transmettre des informations et récupérer ces informations à un drone pourra considérer qu'il a la maîtrise des océans et que s'il a un coup d'avance sur les autres, il pourra se permettre de maintenir cette maîtrise des océans. Et la deuxième question concerne le point de vue stratégique. Est-ce qu'on ne va pas s'orienter dans un futur, justement dû à cette volonté de vouloir posséder des espaces maritimes en profondeur, par des batailles de drones interposées qui seront pilotées par des opérateurs, et pour utiliser le mot de Naval Group, des superviseurs, dans des shelters, au même titre que certaines batailles faites avec des drones aériens. Alors concernant votre premier point, oui, effectivement, le défi technologique qui consiste à être en mesure de pouvoir avoir de l'information, c'est-à-dire concrètement concerner finalement l'homme dans la boucle, dans ce que ce soit à travers de l'IHM ou à travers du cycle décisionnel, est un paramètre fondamental. J'en parlerai à cet égard qu'on cherche effectivement à avoir de plus en plus d'autonomie sur les drones. Pour autant, il y a un certain nombre de régulations internationales pour tout ce qui concerne notamment la problématique des SALA, c'est-à-dire en fait les systèmes d'armes létaux autonomes, qui sont parfaitement réglementés par certaines, je dirais, commissions, dont la CCAC. Et à cet égard, la France ne s'est résolument pas engagée dans le fait de développer des SALA. Donc en fait, on développe des systèmes d'armes qui sont à l'intelligence artificielle, mais qui ne sont pas des systèmes d'armes complètement autonomes. Ça, c'était juste pour le rappeler. Donc le maintien de l'homme dans la boucle est effectivement une priorité, et la capacité qu'aura effectivement un compétiteur ou un allié ou nous-mêmes, bien évidemment, à pouvoir en permanence recevoir de l'information sera effectivement particulièrement délicate. Pour autant,
et c'est ce que je disais tout à l'heure, l'objectif n'est pas tant d'aller profond vers le vertical, mais d'aller également loin vers l'horizontal. Et dans tous les cas de figure, la capacité à opérer dans un milieu contesté, c'est-à-dire jusqu'à plusieurs dizaines de nautiques par rapport à la plateforme de mise en œuvre, qu'il s'agisse d'un sous-marin ou d'un bâtiment de surface, va appeler effectivement à certainement des défis technologiques importants, si vous voulez en permanence recevoir de l'information du drone. Donc la problématique n'est pas d'être en permanence capable de recevoir de l'information, mais d'être capable finalement d'avoir des briques technologiques et d'avoir des drones en mesure de pouvoir opérer finalement dans un espace selon un cadre qui a été préalablement fixé, avec des mesures de rescue, des mesures éventuellement de contre-mesures, et de manière à pouvoir récupérer cette information. Donc on ne cherche pas en permanence à avoir, comme avec un drone aérien, un contact permanent pour savoir ce qu'il fait, ainsi de suite. Voilà, ça c'était juste la première chose. La deuxième, concernant effectivement l'enjeu sur les fonds marins, ce que vous appeliez la bataille de drones, je pense qu'on s'éloigne un petit peu de la problématique strictement de maîtrise des fonds marins. On est plus dans une problématique de lutte sous la mer, dans ce que vous évoquez. Effectivement, la maîtrise de la colonne d'eau, c'est-à-dire globalement le 0,6 000 mètres, c'est quelque chose sur lequel la Marine nationale travaille déjà depuis de nombreuses années, à travers des sous-marins, des systèmes sonars remorqués, avec notamment la recherche de ce qu'on appelle le chemin acoustique sûr, c'est-à-dire en fait le CAS, c'est-à-dire en fait l'immersion qui va faire que lorsque vous posez un transducteur ou une antenne, vous allez être capable d'insonifier la totalité de la colonne d'eau, et ce, éventuellement, jusqu'au fond marin. Donc cette problématique de lutte sous la mer, elle est effectivement partie prenante, je dirais, de la connaissance générale de l'environnement, mais elle n'est pas directement dans la MFM. Notre objectif, nous, c'est pas de développer des drones qui vont être capables de faire de la lutte contre les drones. C'est d'avoir des drones qui sont en mesure de pouvoir détecter sur le fond de la mer une menace, de pouvoir éventuellement l'identifier, voire la neutraliser avec un autre effecteur qui sera lui en mesure de pouvoir agir sur le fond de la mer. On est bien dans une logique de cyber warfare, de MFM, et non pas simplement de lutte sous la mer. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Puisqu'on parle, pour faire un aparté, puisqu'on parle de lutte sous la mer, je vais en profiter pour saluer et féliciter la Marine, Naval Group et puis un peu la DGA, puisque la FREM a obtenu le Hookem Award très récemment, qui est un prix donc décerné par les Américains de prix de chasse anti-sous-marine. Et donc, félicitations à tous pour ce grand succès pour la France. Bonjour, je m'appelle Geoffrey Charpentier, je suis enseignant-chercheur à l'école navale. Et je vous remercie tout d'abord pour votre présentation qui m'a paru particulièrement éclairante. Je voulais vous poser une question par rapport à l'usage finalement de ces nouveaux moyens que le programme tend à développer. Finalement parce qu'on a des objectifs, on va dire, civils, qui sont par exemple les objectifs d'exploration scientifique, des objectifs d'infrastructure, éventuellement des objectifs d'exploitation. Et puis à côté, on a les objectifs militaires qui sont les objectifs, vous l'avez bien, qui ont bien été présentés lors de votre présentation. Est-ce qu'il s'agit de développer des outils duaux qui ont pour vocation à remplir finalement les objectifs civils et les objectifs militaires, ou de développer des outils spécifiques aux activités militaires ? On va répondre à deux. Déjà, je vais... un petit peu la question précédente en fait. Ouais. Je vais répondre sur ce qu'on fait dans le cadre de France 2030. Quand on a dit que la DGA allait prendre et allait piloter le programme et côté interministériel et côté ministère des Armées, on a aussi mis dans la balance, on est arrivé en disant, voilà, nous on sait gérer des programmes complexes, on sait les conduire et on vous propose de conduire ce programme en interministériel de la même manière qu'on le conduit au sein du ministère des Armées. Et donc, on a mis en place une équipe pluridisciplinaire. Puis, vous le savez, dans le ministère des Armées, on a un directeur de programme et un officier de programme qui porte le besoin militaire. Voilà, on a fait une structure tripartite avec un manager à la DGA qui pilote la chose, un officier de programme à la Marine pour porter le besoin militaire et un chargé de mission scientifique qui dépend du CNRS qui va porter le besoin scientifique. Alors,
Il y a un autre aspect, et au-delà du besoin scientifique, il y a aussi ce que j'appelle le besoin industriel. C'est bizarre parce que d'habitude, les industriels, ils n'ont pas de besoin. Sauf que on a dit, France 2030, l'objectif, c'est de développer les compétences industrielles. Mais on ne va pas développer ces compétences-là pour qu'elles ne servent pas derrière. Donc, l'idée, c'est bien d'avoir une base industrielle qui, derrière, va s'auto-alimenter, parce que ce n'est pas le MINARM qui va pouvoir alimenter tout seul tout cet écosystème. Et donc, avoir une base industrielle qui va pouvoir aller adresser des marchés derrière, des marchés français, des marchés export, pour s'auto-alimenter et pour continuer à investir et à innover. Pour ça, pour pouvoir adresser le marché français et le marché export, il ne faut pas qu'on ait un mouton à 5 pattes, il ne faut pas qu'on développe un objet avec tellement de spécificités parce qu'on a voulu prendre tout le besoin scientifique, prendre tout le besoin militaire, et puis on arrive à un truc inexploitable, trop difficile à mettre en œuvre, etc. Et donc invendable, quelque part, derrière. Donc l'idée, c'est bien, et l'idée de cette équipe entre les scientifiques, la DGA, la marine pour le besoin militaire, et les industriels, notamment au travers du GICAN, qui vont venir nous apporter leur vision du marché, c'est bien d'arriver à rentrer dans une logique de compromis pour arriver à faire un objet qui arrive à adresser le mieux possible l'ensemble de ces besoins. Là où je veux vous rassurer, c'est qu'on a été... moi, j'ai été surpris, j'ai été agréablement surpris de voir de la convergence des besoins. C'est-à-dire qu'on n'est pas... Je pas sous contrôle de ma manager qui est dans la salle, mais on n'est pas écartelé entre les scientifiques qui disent attendez, il me faut absolument ça, et les militaires qui disent non mais pas du tout, moi je veux autre chose. A contrario, c'est presque un enrichissement mutuel. C'est les militaires qui disent moi j'aurais vraiment besoin de telle fonction. Par exemple, je veux être capable de suivre des câbles sous-marins parce qu'on a envie de les suivre et donc d'avoir vraiment une fonction de détection bien adaptée à ce type d'objet. Les scientifiques disent ouais mais en fait ça nous intéresse aussi, ça pourrait nous intéresser aussi. Ou les scientifiques qui disent moi j'ai envie de pouvoir passer sous différents angles avec mon sonar et faire de la reconstruction 3D. Et puis les militaires qui disent ouais mais on n'y avait pas pensé mais ça nous intéresse également ces fonctions-là. Donc on est vraiment plus dans un enrichissement mutuel que dans la création d'un monstre, un monstre à trop de têtes. Oui, juste pour compléter ce que disait donc Lycia de 16, je pense que si on revient aux 3 grandes fonctions connaître, surveiller, agir, en termes de dualité, on s'aperçoit quand même assez facilement que toute la partie connaissance finalement est très duale. Je veux dire, une grande partie des activités hydrographiques et sonographiques qui sont conduites par la marine à travers le CHOM le sont également en partenariat avec l'IFREMER qui met en œuvre des moyens qui sont des moyens civils. Dans le domaine de la surveillance, on devient déjà un peu plus borderline. Si on veut surveiller ce qui se passe sur le fond de la mer, on n'est plus simplement dans une logique de cartographie générale d'une zone, de relevé bathymétrique ou de relevé de données. On est plus dans la détection des objets. Donc on se reproche davantage finalement de ce que l'on pourrait qualifier de guerre des mines, sauf que là on va le faire à des immersions de plusieurs milliers de mètres, jusqu'à 6000 mètres, avec notamment la capacité, ce qu'on leur recherche, c'est d'avoir une capacité décimétrique en matière de détection, c'est-à-dire être capable de détecter un câble sous la mer. Autant les câbles, quand vous êtes par petit fond, c'est des câbles qui sont à peu près d'un diamètre d'environ 6-7 cm. Lorsque vous êtes par très petit fond, un câble, c'est à peine plus gros qu'un doigt. Donc ça veut dire qu'il faut être capable d'avoir un système qui va être en mesure, soit par magnétométrie, soit par détection acoustique, soit par détection éventuellement visuelle avec une caméra, de détecter un objet qui est sur le fond de la mer, qui peut être partiellement recouvert et qui va être un objet sensible. Donc là, on voit déjà qu'on a un besoin qui commence à être un besoin un peu plus militarisé. Et puis dans la partie action, là, le champ, bien évidemment, est beaucoup plus ouvert. Parce que vous devez être en mesure, non seulement, effectivement, d'investiguer une épave, d'aller relever un objet, mais vous devez être en mesure également de manipuler un objet sur le fond de la mer, éventuellement de le retirer, voire de le neutraliser. Et puis, il y a tout le spectre de certaines opérations que j'appellerais d'initiative, sur lesquelles je ne reviendrai pas, et pour lesquelles vous avez forcément besoin d'avoir certaines capacités militaires, je dirais, un peu plus cinétiques que le simple fait d'avoir un bras téléarticulé. Voilà.